qu'un certain nombre de chirurgiens sont assez friands de baisser ou de façon relativement importante la température parce qu'il y a des bienfaits où ça donne une espèce de confort chirurgical. Alors quand on regarde ici, vous voyez la température et qu'on regarde la consommation d'oxygène, il n'y a pas photo. Plus je baisse ma température, plus la consommation d'oxygène de mon organisme baisse. Et donc, en cas d'accident, eh ben, il y aura de moindres conséquences, très probablement. Et puis, l'autre point, c'est que ça va nous permettre de baisser donc, les débits d'assistance. Alors, il y a un effet protecteur, et on a dit que l'effet protecteur, c'est bien sûr le cerveau. Et vous avez ici la probabilité d'avoir un arrêt circulatoire safe. Safe, c'est sans aucun dommage donc, neurologique. Quand on est à 37 degrés, la probabilité, elle est de 100% pour 1 à 2 minutes, et puis rapidement, elle est à 0% quelques minutes. Lorsque je suis à 28 degrés, ben, vous voyez que j'ai une probabilité d'avoir un arrêt circulatoire safe qui est quand même bien plus important dans un délai bien plus long, et à 18 degrés, c'est bien plus long. D'ailleurs, globalement, on dit classiquement que l'arrêt circulatoire ne devrait pas dépasser 45 minutes. Aujourd'hui, je vous ai dit, on fait des cérébroplégies antérogrades, donc à 24 degrés, et le plus souvent, ces arrêts circulatoires se situent entre 30 à 45 minutes. Ça peut arriver d'avoir des arrêts circulatoires plus longs, bien sûr, pour des raisons chirurgicales, mais là, on s'expose quand même à des risques neurologiques bien plus importants. Alors, on va pouvoir, on a dit, baisser les débits de perfusion. Vous avez ici la consommation en oxygène en fonction du débit de perfusion, qui finalement est le transport en oxygène. Vous connaissez ces courbes, hein? La courbe classique de physiologie, elle ressemble à quelque chose comme ça, et puis elle casse, elle devient dépendante, c'est-à-dire le transport en oxygène devient dépendant de la consommation lorsqu'on on a passé finalement la barre de la TO2 critique, la délivrance en oxygène critique, avec donc une dépendance entre ce transport en oxygène et la consommation. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir, vous voyez, on retrouve à peu près une courbe un peu à l'identique. C'est-à-dire que si je baisse mon débit d'assistance, pendant un bon moment, j'ai à peu près une consommation qui est stable. Globalement, les cellules travaillent en consommant l'oxygène dont elles ont envie, une extraction qui est augmentée. Mais si je continue à baisser, il y a un moment, je retrouve ces zones dépendantes entre le débit et la consommation. Mais regardez ce qui est intéressant, quand on est à 15 ou 20 degrés, en fait, on a une zone plate pendant bien plus longtemps. Et donc, vous voyez qu'il y a une tolérance vraiment à la réduction du débit de perfusion. Et donc, on a toujours en tête, si j'ai un accident, si j'ai à un moment un gros vague à l'âme sur le plan perfusion, eh ben, j'aurai une tolérance qui sera bien meilleure. Et donc, classiquement, on dit qu'à normothermie, on tourne autour d'un index autour de 2 à 2,4. En hypothermie, on va pouvoir se permettre de tourner avec des débits un peu plus bas, autour de 1,8 litre de litre. Alors, l'hypothermie, le système nerveux. Donc, l'hypothermie, on vient de voir, donc ça diminue la consommation globale en oxygène de l'organisme. Ça nous permet d'avoir en fait un délai d'arrêt circulatoire qui va être augmenté sans trop de risques neurologiques, ou en tout cas un niveau de tolérance qui est augmenté. L'hypothermie sur le système nerveux, ça diminue le métabolisme cérébral et le débit sanguin cérébral. Ça diminue la libération de certains nombres de neurotransmetteurs. À partir de 28 degrés, classiquement, il y a une perte de conscience. À partir de 25, il y a une perte de la constriction pupillaire. Et puis, les vitesses de conduction nerveuse sont également diminuées. Alors, sur le G, ne vous étonnez pas lorsque vous faites des arrêts circulatoires profonds avec hypothermie profonde, vous voyez, à moins de 25 degrés, vous allez avoir des bis qui vont être diminués. Ça ne préjuge en rien du tout. Donc, les bis à moins de 20, ne soyez pas étonnés. Entre 20 et 24, on a une perte des composantes corticales précoces sur le potentiel évoqué somesthésique, et puis on a une perte des composantes sous-corticales pour des températures à 18 degrés, mais que, nouvelle fois, on n'utilise plus. Alors, sur le système cardiovasculaire, on va avoir un effet qui va être, on va dire, biphasique.
jusqu'à 34 degrés via en fait la mise en jeu des systèmes thermorégulateurs. On va plutôt avoir une tachycardie, une vasoconstriction, une augmentation du débit cardiaque et une hypertension. Puis quand vous allez passer en dessous de 34 degrés, là on va avoir plutôt un effet dépresseur donc, du système cardiovasculaire. Les mécanismes thermorégulateurs sont totalement dépassés et donc apparaît tout d'abord une bradycardie qui va assez mal répondre à l'atropine, un effet inotrope négatif, une chute du débit cardiaque et votre pression artérielle, une augmentation des résistances vasculaires systémiques, et ça c'est lié à l'activité sympathique, à la libération de catécholamine, mais à l'augmentation de la viscosité sanguine, on y reviendra tout à l'heure, et puis une vasodilatation splanchnique et une diminution du seuil arythmogène pour aboutir en dessous de 28 degrés, tout d'abord à des troubles de conduction, puis ensuite à une irritabilité, et classiquement on dit que la fibrillation ventriculaire arrivera autour de 26 degrés, et c'est ce qu'on voit largement. Alors, là j'en profite, vous verrez peut-être, je ne sais pas si vous faites ça de temps en temps, c'est que lorsqu'on fait des hypothermies profondes, on verra tout à l'heure, il ne faut pas aller trop vite, donc 28, 27, enfin 29, 28, et puis on va continuer à baisser pour atteindre 24, 26. Et là, on va arriver dans une zone à risque, en fait, donc, de fibrillation. Et comme on ne va pas pouvoir clamper le cœur, parfois ce qu'on fait, clamper l'aorte, pardon, parfois ce qu'on fait, et si on veut maintenir en fait une éjection ventriculaire, le chirurgien va nous demander, ou on peut administrer, de la xylocaïne pour essayer d'augmenter le seuil arythmogène et de ne pas induire trop rapidement ou trop précocement cette fibrillation ventriculaire. Sur le système respiratoire, ça diminue la ventilation mécanique proportionnelle à la diminution en fait, de la consommation d'oxygène. Vous avez une diminution de la réponse au CO2 et à l'hypoxémie et une diminution de la réflexe de toux, mais bon, là les patients sont intubés ventilés.